Alors je pense qu'il y a eu trois éléments, c'est à la fois toute l'énergie, l'enthousiasme qui a pu se dégager de la participation de chacun, et ça fait partie intégrante de la facilitation, hein, l'enthousiasme, l'énergie, faire passer ça. Mais également, ce qui a été une plus-value, c'est le fait de les mettre en métacognition régulièrement après chaque séquence, de telle façon à ce qu'il y ait une prise de conscience sur ce que c'est que la facilitation et comment elle intervient et comment elle agit. Et le troisième élément, ce sont les différents outils qui ont été mis en œuvre. Et grâce aussi à la métacognition, ça a permis de voir leurs apports et voir que c'était indispensable. Mais néanmoins, il n'en demeure pas moins que ce qui est essentiel, c'est finalement l'expérience et le fait de vivre. Alors, différents outils, donc ne serait-ce que l'icebreaker et puis la déclusion, qui sont l'entrée et la sortie de toute séquence de facilitation. Et au-dedans, il y a eu du photolangage, il y a eu le dessin qui a été utilisé, mais également des rythmes différents en sous-groupe, en plénière, hein, donc par l'expression, par la représentation. Donc on a essayé j'ai essayé de brosser un panel significatif, mais bien évidemment on n'a pas tout pu voir. Effectivement, la facilitation, pour qu'elle soit efficace et qu'elle soit productive, elle doit à minima respecter 4 temps. Donc un premier temps d'état des lieux, de constat, hein, et ils ont vécu ce temps-là. Un temps d'identification des solutions par rapport au constat qui a été fait, la problématisation qui a émergé. Donc, et puis un troisième temps sur je prends une décision par rapport aux solutions qui peuvent être apportées par le groupe. Et enfin, un plan d'action pour mettre justement en œuvre la décision, parce que un atelier ou un séminaire ou tout acte de facilitation qui ne serait pas suivi d'effets et d'actions, en fait, perd tout son sens et au contraire est contre-productif, parce que ça peut amener de la démotivation par rapport aux participants qui après sont beaucoup plus réfractaires à venir participer à des ateliers, à des séminaires qui sont basés sur la facilitation. Ce qui fait avancer donc une organisation, c'est le fait de décider, hein, donc de décider d'agir, et ça c'est important. Et la décision, elle peut être prise de différentes façons, soit de manière directive, c'est-à-dire que c'est un seul qui décide pour l'ensemble, et c'est pas à rejeter, parce que par moment il est nécessaire d'avoir ce type de prise de décision directive, notamment en cas d'urgence, en situation de crise. Ensuite, on aura la participation, donc le participatif, hein, donc la décision participative, qui, elle, en fait, c'est le leader qui va s'appuyer sur un ensemble de collaborateurs pour prendre leur avis, hein, mais c'est lui, en tout état de cause, qui va être porteur de la décision finale. Hein, c'est lui qui va décider au final. Et le troisième niveau, c'est le collaboratif, c'est-à-dire que là, la décision, elle est prise au sein du collectif même, et le leader ne va mettre qu'en musique, finalement, en œuvre, la décision qui aura été prise au niveau du collectif. Et le risque, c'est quand on essaie de faire du collaboratif et qu'en fait on fait du participatif déguisé. Et là, le risque qui peut s'avérer, c'est que derrière, il y a une perte de crédibilité de la part des participants à ce genre de collectif, qui fait que s'ils se rendent compte qu'ils ont été manipulés pour finalement une décision qui avait déjà été prise par le leader, eh bien c'est très contre-productif, et là ça peut créer beaucoup de dégâts. D'où l'intérêt parfois de recourir justement à un extérieur pour garantir qu'il y aura une neutralité et qui assurera justement cette prise de décision collaborative. En tout état de cause, il ne faut pas rejeter l'une ou l'autre. Il faut adapter le niveau de prise de décision en fonction de l'enjeu, hein, et du besoin. Et quand on est en prise de décision collaborative, il faut aussi se mettre d'accord sur les modalités de la prise de décision, parce qu'après, derrière, on peut très bien prendre une décision au sein d'un collectif à la majorité,
et c'est OK, c'est juste, ça peut être juste dans certains cas. Sachant qu'on peut aussi aller encore plus loin et aller sur la gestion par consentement, c'est-à-dire le consensus, aller chercher le consensus. Et là, on va utiliser le droit de veto, c'est-à-dire que tant qu'il y aura des objections qui seront présentes, on ne prendra pas la décision. Et l'idée, c'est de regarder ensemble quelles sont les objections et de pouvoir répondre aux objections de telle façon à ce que l'ensemble des parties prenantes soient OK avec la décision qui est prise. Et là, dans ces cas-là, même si ça demande beaucoup d'investissement en temps, donc ce genre de prise de décision, il n'en demeure pas moins qu'après, dans la mise en exécution, c'est un gain de temps énorme puisque les parties prenantes ayant toutes eu satisfaction, il n'y a aucun frein après dans la mise en œuvre. Une des participantes qui a dit à la fin qu'en fait c'était une session où il y avait eu du cœur pour elle. Donc, puisqu'il y a effectivement beaucoup de... ça nécessite beaucoup de bienveillance et d'empathie et d'agir avec le corps, le cœur, mais également d'être en mouvement, hein, donc en action, et pour pouvoir aussi jouer avec son corps.